Dans le cadre des conférences grand public de l'Institut d'études anciennes et médiévales, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Fortin-Otis, doctorante en ethnologie et patrimoine à l'Université Laval et enseignante en littérature au Cégep de Chicoutimi. Donc, avant de commencer, je tiens à évidemment faire le mot classique de remerciement à l'Institut, bien sûr, pour l'invitation, puis pour toujours aussi maintenir l'organisation de ces conférences-là, mais aussi à Lydia et Nicolas pour l'organisation de l'événement ce soir. C'est la première fois que ce n'est pas moi qui les organise, donc c'est comme un petit soulagement, mais en même temps, ça fait étrange de ne pas être la personne qui va s'asseoir après avoir fait la présentation. Mais je vous rassure, je ne me suis pas moi-même mis à l'horaire, c'est plus moi qui est en charge de l'organisation. Donc, c'est Lydia maintenant qui reprend ça, puis je suis sûre qu'elle va faire ça avec brio, j'ai pas de doute. Donc, je vous remercie de votre présence à tous et à toutes ce soir en grand nombre. Je suis un petit peu fébrile, je ne m'attendais pas à avoir autant de gens, je m'attendais à comme 10-15 personnes, mais je suis contente de savoir que mes fantômes vous intéressent. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. En fait, je voulais aussi vous dire merci de me laisser parler justement des fantômes anciens, parce que je suis rendue maintenant plus dans la tradition orale francophone en Amérique du Nord, donc un peu plus contemporain. Mais de retourner à l'Antiquité, c'est toujours excitant. Donc, je suis bien contente d'être là pour vous en parler ce soir. Donc, juste pour vous mettre un petit peu en contexte, avant d'entrer vraiment dans le sujet, pourquoi ce sujet-là, finalement? Pendant mes quelques années d'études en études anciennes à l'Université Laval, je me suis surtout intéressée au domaine de la mythologie. Donc, j'ai la maîtrise en études anciennes à l'université. Puis moi, mon domaine, ça a toujours été la mythologie, la littérature grecque, littérature latine. Mais en tant que littérateur, pardonnez-moi les lapsus, en tant que littéraire dans l'âme et fan de récits surnaturels, de récits fantastiques, la mythologie m'a toujours paru particulièrement fascinante, voire séduisante, comment elle se construit, comment on a un système non dogmatique de croyances qui circule dans la société, puis qui transmet des images complètement déjantées un peu pour nous, mais qui est jugée en fait complètement valable à l'époque. Ça me paraît absolument fascinant. C'est tous des récits qui sont transmis pendant l'Antiquité, principalement de façon orale, à travers la tradition orale, une tradition qui est fluide, qui est basée en fait sur le bouche à oreille, finalement. Et de là est partie, finalement, la question que je me suis posée tout le long de mes études et qui a guidé, en fait, mes recherches aux études supérieures. Donc, outre les personnages, les récits de croyances qu'on trouve dans la mythologie grecque, qui font partie d'un cosmos qui est construit et qui est relativement établi, est-ce qu'on a dans les récits antiques gréco-romains, donc de tout genre, des mentions de la présence de surnaturel? Donc, que ce soit des lieux ou des personnages, mais qui ne seraient pas associés à la mythologie comme on l'entend. Donc, dont la nature, des personnages dont la nature serait comme incertaine, mais qui ne se rapporteraient pas au système de croyances religieux, ou du moins pas directement au système de croyances religieux. Donc, pour reformuler, est-ce que la mythologie, c'est un grand fourre-tout dans lequel on mettait tout ce qui n'était pas vrai ou avéré, ou auquel on apportait une certaine croyance, ou est-ce qu'on a d'autres récits de type fantastique ou surnaturel auxquels on croit ou auxquels on accorde une certaine croyance qui ne seraient pas associés à la religion? Je vous le divulgage tout de suite, ce n'est pas le punch de ma conférence. Oui, bien sûr, on a ce type de récit dans l'Antiquité, mais ça a plusieurs épaisseurs comme réponse. Donc, c'est des récits qui vont avoir de multiples formes. Donc, dans le cadre de la conférence, je vous propose qu'on caractérise ces types de récits-là, que je surnomme affectueusement des récits légendaires, et qu'on observe ensemble quelques exemples de ces récits-là et qu'est-ce qu'on peut déduire, en fait, ou conclure ou hypothétiser de l'étude de ces récits-là.
Donc, pour la conférence, je vous propose un plan tripartite. Donc, d'abord, on va clarifier la notion de récit légendaire, comme je l'entends, en opposition à la légende elle-même et au mythe. Et on va définir des balises un petit peu plus précises à ce genre littéraire populaire. On va ensuite nommer et observer ensemble quelques histoires et personnages particulièrement marquants qu'on peut associer à ce genre-là, et on va essayer de les caractériser. Et puis enfin, je vais terminer en vous présentant ce qu'on peut, comme je vous disais, conclure ou hypothétiser à partir de l'étude de ces personnages-là. Pour commencer, l'oralité. La problématique des différents genres narratifs rapportés par les anciens, ça nourrit les débats continuellement depuis belle lurette, tradition orale, tradition littéraire, théâtre écrit, théâtre acté, aède, poète, mythe, légende. Plusieurs chercheurs vont se pencher sur la question de la définition des genres et de la classification des genres narratifs et de l'apport de l'oralité en opposition à l'écriture dans l'Antiquité. Juste pour vous donner là, une petite idée de la longueur de la réflexion, en 1927, William Halliday va consacrer un livre à la question des croyances et des pratiques superstitieuses antiques et aux genres populaires oraux qui circulaient, selon lui, au sein de la population commune. Ces théories, on se souvient 1927, ces théories vont être reprises plus récemment dans les travaux de Debbie Felton, 1999, dans ceux de Graham Anderson, 2006, et dans ceux de William Freeman Henson, 2017. Donc, on réactualise encore aujourd'hui les théories que va avancer Halliday en 1927. Un peu conjointement ou en parallèle, dans les années 80, Albert Lord, entre autres, va se prononcer sur le sujet de l'oralité en prenant comme point de départ la tradition homérique, un classique. Florence Dupont et Jack Goody vont proposer à leur tour, dans les années 90, des théories sur les tensions entre l'oralité et l'écriture dans l'Antiquité, qui vont offrir des nouvelles pistes d'interprétation qui se penchent plus sur la tradition ou l'habitude de vie générale. Bref, on fait beaucoup de va-et-vient sur le sujet de l'oralité, de l'écriture dans l'Antiquité. On en conclut, en général, qu'il existe plusieurs formes de récits dans l'Antiquité qui sont rattachées aux coutumes culturelles des communautés. On s'entend pour dire que les récits oraux, en particulier, constituent l'expression d'une identité et d'un imaginaire collectif, donc commun à tous, qui se construit en fonction des valeurs morales qui sont intrinsèques à une communauté et qui vont souvent être dictées par la religion ou les croyances profondes communes. La question des récits oraux traditionnels antiques est généralement abordée en tant que part fondamentale de l'identité et de la culture des anciens. L'oralité est non seulement un moyen privilégié de transmission des valeurs sociales, mais aussi un écho de la tradition populaire et de la mémoire collective. Donc, comment on s'envisage, comment on envisage l'autre, comment on envisage notre vie. En revanche, ce sur quoi on ne s'entend pas, c'est la définition des genres narratifs et sur l'exemple qu'on en donne pour les caractériser. On a notamment bien de la difficulté à faire la distinction entre le mythe religieux et la légende. Aujourd'hui, la distinction entre les deux est relativement facile si on se fonde sur la définition en 4 critères de Jean Duberger, un ethnologue québécois. Donc, selon lui, le mythe, c'est un récit de croyance absolue qui se produit avant le temps et l'espace connu et qui sert à expliquer l'ordre du monde. C'est des mythes qui vont organiser le monde et qui vont nous permettre de mieux le comprendre. La légende, elle, au contraire, c'est un récit de croyance variable qui s'inscrit dans le temps et dans l'espace et qui sert à maintenir l'ordre qui avait été établi par le mythe. Mais après, appliquer ces définitions-là à l'Antiquité, c'est 1, anachronique, et 2, impossible. Parce que ces récits sont, en premier, des récits oraux, qui font partie intégrante de la tradition orale, ce qui se transmet par bouche à oreille. La légende, donc si on la prend comme sujet, c'est avant tout un récit oral qui est transmis en fait par la parole, comme je vous disais. La littérature orale va regrouper le folklore oral, la tradition orale, l'histoire orale, les récits oraux de tout genre. Mais cette tradition-là, elle est nécessairement marquée par une sorte de fluidité, parce qu'elle se transmet d'une personne à l'autre, bouche à oreille. Elle n'est pas fixe, elle n'est pas contrôlée. Donc, elle est caractérisée par cette fluidité-là, par sa désorganisation un peu. On peut donc conclure que la difficulté définitoire de la légende dans l'Antiquité découle entre autres du fait que l'appellation « légende antique » apparaît elle-même comme problématique à la toute base.
la classification de récits antiques qui n'existent plus que sous forme fixe et écrite, dans des genres contemporains qui sont caractérisés par leur oralité, hein, c'est malheureusement pas possible. À titre de genre traditionnel, caractérisé par son oralité, la légende pourrait être appelée de la sorte, hein, si on essaie de la définir un peu plus, elle doit être orale et donc vivante et mouvante. Ça fait partie de son identité. La fixation de la légende, surtout hein, quand elle est consignée sous forme littéraire, va entraîner sa cristallisation. Pour être vivante, la légende doit circuler au sein de sa communauté d'appartenance, à qui elle fait sens, pour qui elle a sens, pardonnez-moi, en tant que récit représentatif de la mémoire et de la culture du collectif, donc de la communauté. Elle est intimement liée à cette communauté-là, non seulement à cause de son mode de transmission, mais aussi à cause de ses fonctions de base. Vont apparaître ainsi donc deux problèmes d'identification de la légende antique sur la base des critères qu'on vient de définir. D'abord, les récits antiques n'existent plus que sous forme écrite et littéraire, du moins de ce qu'on peut retracer comme revenant directement et assurément de l'Antiquité. Et ces récits-là vont généralement être fixés par une élite érudite, souvent extérieure au collectif dont est tiré le récit. On a donc un problème, en fait, qui est déjà à double épaisseur. Donc, la forme du récit ne fonctionne pas parce qu'il est écrit et donc fixe, cristallisé. Et puis, on a un narrateur qui est externe au collectif, à la communauté à laquelle appartenait ce récit-là à la base. Deuxième problème, l'Antiquité, c'est une période révolue. Vous serez d'accord avec moi? Donc, dont il ne nous reste que des fragments aujourd'hui culturels qui sont rassemblés par des civilisations qui sont postérieures. Les récits qu'on garde ne peuvent donc pas être qualifiés de mouvants ou vivants, forcément. Parler de légende antique, c'est donc forcément inexact ou anachronique. J'en conclus qu'identifier des légendes anciennes, c'est pas possible. On peut en revanche reconnaître des récits qui, sans être oraux, donc si on retire le critère de l'oralité, du fait qu'ils se transmettent encore aujourd'hui à l'oral, ces récits, on peut trouver des récits quand même qui vont regrouper toutes les autres caractéristiques de la légende typique. C'est ce que je vais appeler dans ce cas-là des récits légendaires. Donc le récit va sous-entendre l'idée qu'ils sont fixés, mais c'est quand même un attributif qui va permettre une plus grande liberté d'interprétation dans la forme. Donc, si on récapitule, le récit légendaire possède les mêmes caractéristiques que la légende, à l'exception de sa nature orale, qu'on ne peut que supposer. Finalement, on peut estimer que c'était des récits qui se transmettaient à l'oral à cause de la façon dont les auteurs vont les rapporter. J'ai entendu cette histoire à telle place, on m'a raconté ceci à tel moment. Donc, on sous-entend l'idée d'une transmission orale. Mais si on essaie de définir les récits oraux, d'abord, à l'image de la légende, le récit légendaire porte une fonction sociale précise au sein de la communauté. C'est des récits qui viennent mettre en garde et prévenir contre la transgression des tabous. Ça, c'est la fonction de notre récit légendaire. Ces tabous dont on parle sont eux-mêmes définis par les mythes qui sont à la base du système de valeurs collectives du groupe. Le récit légendaire antique doit donc illustrer la transgression des tabous sociaux ou des valeurs collectives sur lesquelles repose la société, que ce soit sous forme passive ou active, ou bien montrer les répercussions de la transgression des tabous. Donc, on montre la punition, la conséquence qui vient après la transgression. En tant que sorte de mise en garde implicite, le récit nécessite ensuite un ancrage dans la réalité. Le témoin doit se sentir interpellé par le récit qu'il entend. Le récit va instiller le doute dans l'esprit de la collectivité et va encourager ses membres à suivre les normes sociales et à respecter l'ordre établi. Pour remplir cette fonction d'avertissement, il est primordial que certains éléments de la réalité apparaissent dans le récit. Il peut s'inscrire à la fois dans le temps ou dans l'espace réel, une inscription qui peut s'effectuer à travers l'intervention de personnages historiques réels. Donc, on insère un peu de réel à l'intérieur du fictif ou à l'intérieur du vraisemblable. Il est possible de reprendre ces concepts d'espace et de temps pour retrouver le ton réaliste nécessaire, mais il convient aussi de baser la crédibilité du récit sur les notions de vrai, de faux et de vraisemblable, comme vont les envisager les anciens. Donc, il faut tout ce qui est illogique et impossible
ou anachronique, mais vrai tout ce qui renvoie à des faits historiques avérés. Le vraisemblable va donc se situer entre les deux, à la frontière entre la vérité et le mensonge. Hein, c'est cette notion de vraisemblable ou du vraisemblable à l'intérieur du vrai historique qui va se rapprocher le plus de l'aspect possible de la légende. Donc, la légende, c'est des récits de semi-croyances, de croyances relatives. « Oh, mais si jamais c'était vrai, j'oserais pas parce que si jamais, si... » On a comme toujours une petite peur, un petit doute qui est instillé par le récit. Donc, grâce à son inscription dans une réalité spatio-temporelle ou à sa légitimation en fonction de la véracité ou de la vraisemblabilité des événements dépeints, le récit légendaire va se voir attribuer une relativité de croyance qui fait douter le récepteur. Hein? Il y a une chance que ça soit vrai, une chance que ça se peut. Donc, parce qu'il y a des témoins, la méfiance et la prudence sont de mise, je vais faire attention. Donc, on est vraiment dans l'idée d'un récit d'avertissement. Donc, le récit légendaire doit toutefois en conserver pour nous instiller le doute. Il faut quand même qu'il conserve une part de notion fantasmagorique qui rend l'auditeur perplexe ou suspicieux de la réalité. Sinon, ce serait juste un récit historique. Ce serait juste une anecdote réelle. Donc, ça nous prend un peu de fantastique, un peu d'incrédulité à l'intérieur du récit pour la remettre en doute, pour remettre l'histoire en doute. Donc, l'aspect fantastique de la production orale va prendre origine dans l'imaginaire du collectif lui-même, qui va créer des personnages, des récits, mais qui s'inspire aussi des fabrications antérieures, des images universelles et collectives qui sont préexistantes. Et ça, on va y revenir. Donc, maintenant qu'on a les bases pour établir un récit légendaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce qu'on s'en va? Parce qu'on ne peut pas fouiller l'entièreté de la littérature ancienne en essayant de trouver ce type de récit-là. Il faut y mettre des balises. Donc, et pour produire une étude intéressante aussi, il faut avoir quelque chose de défini à étudier. Alors, première limite, j'ai choisi d'étudier les personnages féminins, donc vous le savez déjà, beauté désincarnée et non désespérée, excusez-moi. Donc, première limite, les personnages féminins, parce que les femmes et la féminité sont particulièrement affectées par les stéréotypes de genre et vont souvent se retrouver à correspondre à des cadres préétablis dans la culture populaire et font qu'ils sont plus faciles finalement à repérer et à étudier sur une base comparative. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, mon intérêt s'arrête particulièrement sur les récits surnaturels, étranges, un peu spooky, donc les incursions de l'étrangeté dans la vie réelle. Et quoi de mieux pour illustrer ces interventions que les fantômes. Donc, des créatures universelles et intemporelles qu'on retrouve dans pratiquement toutes les cultures à travers l'espace-temps. Donc, Debbie Felton, d'ailleurs, précise dans son volume Haunted Greece and Rome la pertinence des histoires de fantômes comme récits légendaires exemplaires. Donc, elle explique que les récits grecs et romains de fantômes, particulièrement en tant que transmetteurs des savoirs populaires, vont généralement entrer dans la catégorie des légendes parce que, jusqu'à un certain point, la communauté dans laquelle se produisent ces récits leur accorde une croyance. Ce sont des récits qui se produisent dans le monde réel, dans un passé rapproché, et qui mettent en scène des humains normaux plutôt que des dieux ou des héros. Donc, l'une des fonctions générales de la légende étant d'expliquer des événements extraordinaires ou surnaturels, les histoires de fantômes vont facilement tomber dans cette catégorie. Donc, maintenant qu'on a nos balises, puis qu'on sait ce qu'on cherche, il reste la question d'où le chercher. Parce qu'encore une fois, on n'en a pas tant de la littérature ancienne, mais on en a quand même assez. Et on ne peut pas se mettre à éplucher toutes les œuvres. Donc, comme on l'a précédemment déterminé, l'oralité populaire ou traditionnelle sous forme de légendes, de contes, de chansons, de dictons, de proverbes typiques d'une région ou d'une communauté va constituer un héritage culturel qui se transmet oralement à l'intérieur d'un groupe. Il est difficile aujourd'hui de retracer des récits populaires dans le sens de propre au peuple ou aux roues antiques. Les seuls récits antiques qui se sont transmis jusqu'à aujourd'hui et qu'on peut vraiment associer à l'Antiquité avec assurance n'existe plus que sous forme écrite, c'est-à-dire sous forme fixe. On l'a déjà établi. Donc, les récits populaires ou traditionnels doivent en conséquence être sélectionnés au sein même de ces œuvres littéraires écrites, forcément. Pour trouver du matériel légendaire, comme on l'a défini, des récits qui ne sont pas mythiques, mais qui restent quand même associés au système de croyance du groupe utilisateur, il faut s'écarter des récits religieux. Sinon, on tombe automatiquement dans la mythologie. Après, pour obtenir l'intention de réel, il faut s'écarter de toutes les œuvres de création volontaire.
de création littéraire, volontaire. Donc le théâtre, la poésie, l'épopée, et se concentrer sur des ouvrages qui se consacrent à raconter ou à rapporter la réalité. Donc des ouvrages historiques, encyclopédiques, anthologiques, ethnologiques, analytiques. Donc, les récits de revenantes sont d'ordinaire rapportés dans les œuvres antiques comme des faits étranges, hors du commun, dont plusieurs ont été témoins en même temps ou dans des situations isolées. Donc, c'est des récits qui vont avoir tendance à se répéter. Il est en fait possible d'associer des évocations de revenantes à la fois aux convictions religieuses, aux croyances et pratiques culturelles des anciens et à leur questionnement sur la mort et l'immortalité de l'âme. Bien sûr, on parle de fantômes, de morts, de revenants. Donc, les revenantes sont clairement annoncées comme des fantômes. Ce sont des femmes dont l'identité humaine est connue et qui passent dans le monde des vivants pour transmettre un message ou accomplir une mission. Ces fantômes vont être reconnus et identifiés par les témoins de leur apparition et vont se révéler parfois comme des mauvais présages. Elles sont presque exclusivement aperçues par des gens qui les connaissaient de leur vivant, que ce soit un amant, un mari, des parents, un meurtrier ou un témoin de leur meurtre. L'observateur peut aussi être, dans quelques cas, simplement quelqu'un qui va connaître l'histoire et qui va reconnaître l'apparition en fonction de ses vêtements, de sa description physique ou des lieux ou des actes qu'elle va commettre. En respectant les balises qu'on a établies, j'ai trouvé un impressionnant total de 8 récits d'apparitions de fantômes féminins. J'en exclus les apparitions de nature semi-divine ou imprécises qui apparaissent spontanément sans toutefois être évoquées comme des revenants. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous me les poserez à la fin. Pas le temps de les aborder. Donc, il n'existe pas vraiment de dénomination commune dans l'Antiquité pour désigner les fantômes. Ils vont être appelés interchangeablement en grec et en latin, to phasma, to eidolon, ou umbra, manes, species, effigies ou figura humana. Donc, dans les textes, on va trouver différents attributs pour différentes apparitions et parfois, on va même interchanger les mots pour les désigner. Donc, voici la liste des fantômes que j'ai pu identifier. Parce qu'on est assez limité dans le temps, je vous propose qu'on en observe ensemble 4 que je trouve particulièrement intéressants et marquants. Donc, en premier, le récit de Cléonis. Donc, Cléonis, elle est mentionnée par Plutarque dans une de ses œuvres. Elle va hanter Pausanias, son meurtrier. Elle se manifeste toutes les nuits dans son sommeil en lui citant des vers héroïques. Donc, des extraits, entre autres, de l'Iliade et de l'Odyssée. Et elle lui apparaît une dernière fois dans le temple d'Héraclée après avoir été conjurée pour lui annoncer, par des paroles énigmatiques, la mort qui l'attend à Sparte. Donc, Pausanias va mourir à Sparte et elle vient lui annoncer sa mort inévitable. Et le récit est rapporté par Plutarque plusieurs siècles après la tenue des événements, en fait. Pausanias étant datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, si je me souviens bien. Je ne suis pas historienne. Donc, je vous épargne la lecture du texte. J'ai fait un petit résumé. Mais ce qu'on peut conclure, en fait, de cette apparition-là, c'est que Cléonis, en fait, c'est une femme vivante qui va être tuée. Elle va être assassinée par accident ou volontairement, peu importe. Et c'est donc une victime qui va revenir dans le but de hanter son bourreau pour se venger des actes de la transgression qui a été commis envers elle. Donc, la transgression ici, qui est illustrée, c'est le meurtre. Sauf que ce ne sera pas Cléonis qui va commettre la transgression, ça va être son meurtrier. Elle est, en fait, le résultat de cette transgression-là et elle vient hanter son meurtrier. Donc, la conséquence, elle est double. Le meurtrier est hanté, donc il est puni pour sa transgression, mais elle-même est également coincée dans un état d'entre-deux. Donc, elle ne peut pas traverser la frontière entre la vie et la mort parce qu'elle a été tuée. Donc, elle est victime d'une transgression également. Et elle va revenir prédire la mort de son bourreau. Donc, en tant que morte, on peut supposer qu'elle a une connaissance plus approfondie de la mort ou du sort des vivants. Elle va être en fait l'incarnation, en quelque sorte, de la culpabilité de son tueur.
Elle révèle même qu'elle ou son souvenir va le hanter jusqu'à sa mort à lui, un peu à la manière d'un souvenir, finalement, qui nous reste. Parce que lui-même sait qu'il a commis une erreur en la tuant, c'était un accident. Hein, c'est une transgression violente, mais qui cache aussi, en fait, le discours qui est raconté va aussi cacher des intentions politiques. Hein, ici, Pausanias, c'est l'ennemi. Dans le récit, il va être l'ennemi. En deuxième lieu, on a le récit de Mélissa. Donc, le récit de Mélissa qui est rapporté par Hérodote autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, après son décès, Mélissa va revenir une première fois pour s'unir avec son mari. Donc, on a une relation sexuelle après la mort. Lors de son deuxième contact avec les vivants, elle va échanger avec un oracle envoyé par son mari qui veut connaître l'endroit où un dépôt a été enterré. Donc, lui cherche un dépôt, il sait que sa femme est au courant de l'endroit où ce dépôt-là est caché. Il veut le savoir, donc il fait appel à un oracle pour connaître cet endroit-là, pour que sa femme qui est morte, qui a la connaissance, puisse lui révéler l'endroit. Mais Mélissa refuse de répondre. Elle refuse de donner l'endroit du dépôt tant que son mari n'aura pas brûlé les vêtements qu'il avait ensevelis pour elle, la condamnant à errer nue. Donc, son mari va remplir la condition avant de renvoyer un message à Mélissa, qui va ensuite accepter de révéler l'endroit où est caché le dépôt. Donc ici, on se confronte à la rancune des morts. Donc, on a une frustration de la morte envers les vivants qui est associée aux rites funéraires. Donc, les rites funéraires, ici, c'est la transgression. C'est là qu'il faut la trouver. Les rites funéraires ont été mal accomplis. Ils n'ont pas été terminés. Elle ne peut donc pas reposer en paix. Elle doit donc revenir pour exiger rétribution ou réalisation des rites funéraires adéquats. Donc, elle avait été ensevelie avec ses vêtements, alors que pendant cette période-là, c'était l'inhumation qui était le mode le rite funéraire adéquat. Donc, puisque ses vêtements n'ont pas été brûlés, elle erre nue. Par la suite, on enchaîne avec le fantôme d'Agrippine. Donc, le fantôme d'Agrippine, il va apparaître à 2 reprises, dans 2 récits d'auteurs différents. D'abord chez Suétone et puis chez Tacite. Donc, en fait, je dis d'abord, mais c'est les 2 environ 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, Agrippine va apparaître dans ces 2 récits-là. Son histoire est bien connue, c'est une personnalité connue, Agrippine. C'est la mère de Néron. Donc, son fils, Néron, après avoir organisé son assassinat, Néron qui est un empereur romain, fait croire à une tentative échouée de meurtre sur lui-même par un esclave de sa mère. Donc, il essaie de tuer sa mère, ça échoue. Donc, il décide, dans ses manigances, et il décide pour se débarrasser de sa mère, de faire semblant qu'elle a tenté de le tuer. Donc, qu'elle aurait envoyé un esclave pour qu'il le tue. Il prétend ultérieurement qu'elle est à l'origine de la tentative et que c'est sa culpabilité qui l'aurait poussé au suicide après l'échec. Donc, après que la supposée tentative ait échoué, il tue sa mère et fait passer son meurtre pour un suicide par culpabilité. Donc, le spectre de sa mère l'aurait par la suite traqué et hanté pour se venger. La version que rapporte Suétone va rapprocher le fantôme d'Agrippine de celui de Cléonis et de ceux de Virginie et Cynthie, dont on n'aura pas le temps de parler. La revenante qui pourchasse et harcèle son meurtrier jusqu'à la fin de ses jours pour le punir. Donc, on a une idée de rétribution, de vengeance. Tu ne connaîtras pas la paix tant que tu seras vivant. La version de Tacite, quant à elle, va plutôt présenter Agrippine comme une manifestation auditive seulement. C'est-à-dire qu'elle ne prendra pas forme, mais Néron va être hanté jusqu'à la fin de sa vie par ses cris et ses chuchotements qui vont le poursuivre et qui lui permettront jamais, en fait, finalement, d'oublier son matricide, son acte ignoble, sa transgression. Donc ici, la transgression, vous l'aurez compris, c'est le meurtre. Et encore une fois, on a une double punition. Donc, la personne qui a été tuée ne peut reposer en paix et la personne qui a commis le meurtre ne peut vivre en paix non plus. Et ce récit-là est tout particulièrement, en fait, ancré dans un climat politique.
conviendrez. Donc, Agrippine, Néron, c'est des personnalités politiques quand même assez importantes. Et Suétone et Tacite, en racontant ces histoires-là, vont avoir aussi une intention sociale et politique. Donc, Néron qui est un tyran, un empereur complètement fou, selon les récits racontés, très sadique. Donc, on va justifier sa folie, on va expliquer sa folie, mais on va aussi renchérir, approfondir sa folie, en disant qu'en plus, il est poursuivi par le fantôme de sa mère. Donc, par la suite, dernier récit, j'espère, c'est bon, je suis encore dans mes temps. Donc, le récit de Philinion, qui est personnellement mon préféré, mais qui est le plus problématique de tous les récits que j'ai rencontrés. Philinion, elle est mentionnée également dans 2 récits, donc à 2 reprises. La première version, on la retrouve dans le livre des Merveilles de Phlégon de Tralles, qui date du, je l'ai noté, excusez-moi, 1er, 2e siècle après, environ. La deuxième mention de Philinion, elle, va apparaître seulement plusieurs siècles plus tard, au 5e siècle après. Donc, on a un gros écart entre les 2 récits. Donc, Philinion va se distinguer, en fait, des précédents récits par les motivations et les moyens que va prendre la jeune femme pour revenir parmi les vivants. Et puis, d'ailleurs, ces motivations-là vont expliquer aussi sa substantialité. C'est-à-dire que Philinion ne sera pas seulement un fantôme translucide ou qu'on peut, en fait, à peine toucher. Elle est vraiment corporelle. Elle prend la forme d'un humain et on ne peut pas la distinguer des humains. Elle revient, c'est presque un zombie, finalement. Donc, c'est une jeune morte qui va être ramenée dans le monde des vivants par les dieux, selon ses dires. Donc, elle dit elle-même que c'est les dieux qui lui ont accordé le droit de revenir parmi les vivants pour passer 3 soirées avec un ami de ses parents dont elle s'était prise. Donc, encore une fois, on a l'enjeu des relations sexuelles, des relations charnelles qui entrent en compte. Elle va disparaître quand ses parents vont la surprendre en annonçant « Vous devrez maintenant reprendre le deuil à cause de votre curiosité malsaine et moi, je m'en vais maintenant prendre la place qui m'est destinée, car si je suis revenue ici, c'est bien par la volonté des dieux. » Donc, à l'inverse des autres revenantes, dont l'incursion va être motivée par un message ou une mission, il faut qu'ils terminent cette mission-là pour pouvoir traverser vers le monde des morts. Philinion, elle, était dans le monde des morts et elle se voit donner l'opportunité de revenir parmi les vivants sous certaines conditions. Donc, l'histoire de Philinion va être à part parce que les motivations derrière son retour ne seront pas aussi claires. Donc, elle ne vient pas dans l'idée de se venger. Elle ne vient pas parce que ses rites funéraires ont été mal accomplis. On n'y voit pas de désir de vengeance, de rétribution. Hein? Il faut aller plus loin. Donc, la réflexion qu'elle va faire elle-même sur la chance qu'elle a de revenir est importante. Morte trop jeune, elle n'aura pas l'occasion d'expérimenter la vie et le désir, et c'est ce que son retour va lui permettre finalement. Donc, son retour temporaire va permettre d'adoucir son départ prématuré. Et comme Mélissa, en fait, on va avoir l'importance de la sexualité, de la découverte de la sexualité de la relation charnelle. Ce qu'on peut conclure, en fait, de toutes ces apparitions-là, c'est que les revenantes des récits légendaires antiques résultent communément d'une mort violente, anormale ou prématurée, donc sont morts avant leur temps, ou vont en fait être le résultat d'un mépris total de leurs droits sépulcraux. Donc, la vengeance va transparaître comme le principal mobile qui va revenir le plus souvent et leur retour dans le monde des vivants, où elles sont dans la plupart des cas de passage pour une durée limitée. Les revenantes vont se manifester généralement auprès de personnes qui les connaissent et qui vont attester non seulement de la nécessité, attester non seulement de la nécessité du bon déroulement des rites de passage et des rites funéraires en particulier, mais aussi d'un besoin intime, bien sûr, de faire son deuil et de dire adieu, en fait, aux êtres chers. Elles offrent des indications sur l'importance des rites de passage, sur les normes morales à suivre et sur les conséquences de la désobéissance. Les revenantes ne sont pas les objets de la punition, mais sont plutôt les exécutrices en leur qualité de victimes lésées, celles qui vont venir poursuivre, hanter leur tueur ou leur transgresseur. Les apparitions vont également servir d'exutoire, c'est-à-dire que leur fonction s'apparente quand même à celle des figures mythiques. Elles existent comme un coussin entre le monde des vivants et entre le monde compris et le monde incompréhensible.
Leur forme presque humaine ou leur existence passée va permettre de justifier ou de concevoir leur présence et leur existence dans le monde des vivants. Les récits de revenantes vont donc refléter, bien sûr, les croyances sur la mort qu'entretient la communauté. On vient de le voir quand même assez en détail. Donc, Sarah Johnston en parle dans son livre sur les morts dans l'Antiquité. Elle va préciser en fait que plusieurs cultures croient que mourir dans certaines circonstances ou avant le passage de certaines étapes importantes de la vie va condamner l'âme à devenir un fantôme agité. Donc, c'est un peu encore la même chose aujourd'hui dans les histoires, les récits de fantômes qu'on entend. Elle soutient que ce qu'une culture attribue à la rancune de ses morts va souvent révéler ce que les vivants vont craindre le plus de perdre et par là même ce qu'ils valorisent le plus, qu'est-ce qu'on met en valeur, qu'est-ce qu'on veut garder. Puisque blâmer les morts permet d'éviter de remettre en doute les idéologies et les préconceptions sociales cohérentes. Ainsi, la colère des morts va devenir la cause des cauchemars, de maladies et de diverses formes de malheur. Donc, tout ce qui se passe, on l'attribue à la colère des morts. En faisant des défunts et des revenants des êtres comparables aux humains, les anciens vont combler le vide psychologiquement et émotionnellement incompréhensible qui va siéger entre la vie et la mort et vont justifier leur organisation sociale et leurs convictions. Cette forme de représentation des disparus va en faire des êtres qui sont dotés d'agentivité, qui peuvent avoir une influence sur le monde réel, qui peuvent prendre action, parce que leur existence va servir à éclaircir des actes, des événements que les humains refusent ou ne peuvent pas, en fait, s'attribuer. Les morts doivent être en mesure d'agir de leur propre volonté et d'influencer, donc, le monde qui les entoure. Grâce à la barrière perméable entre le monde des morts et celui des vivants, les esprits des défunts vont continuer d'appartenir à leur cité et de prêter un intérêt à leur ancienne maison et leur communauté, par-delà leur trépas, finalement. Donc, ils vont rester investis dans la vie des vivants. En accord avec les rites de mort qui servent à donner du sens à l'insensé et les fonctions attribuées à certains récits légendaires, leur apparition va assouvir, comme certains mythes peuvent le faire, le besoin de s'expliquer l'inexplicable et d'organiser le monde de façon cohérente. Pour les anciens, le monde des morts va refléter donc celui des vivants. On est dans un effet miroir. À travers les fantômes et les revenants, les anciens vont exprimer leurs peurs, leurs désirs et leurs ambitions. Mais outre les motivations plus spirituelles ou sentimentales derrière les apparitions fantomatiques, la question, mon petit monsieur, la question des pratiques et rites culturels va également entrer en jeu. Donc, à ce titre, les apparitions de fantômes sont également intimement liées à l'idée de seuil symbolique et vont constituer en fait des rites de passage, des pratiques ou des événements marquants qui soulignent le changement de statut d'une personne dans un groupe social. Donc, d'après les théories développées par Arnold van Gennep, que vous rencontrez ici, sur les rites de passage, les rites, en fait, vont suivre un schéma type constitué de 3 phases que va devoir traverser l'actrice qui est soumise, donc ici nos Madame Fantôme. Donc, d'abord, la séparation, ensuite, donc la séparation de la communauté, la marge, donc un espace d'entre-deux, d'incertitude, et puis l'agrégation à un nouveau groupe ou à un nouveau milieu. Donc, l'individu doit être dissocié de sa communauté, de son état antérieur pour se retrouver dans une phase liminale, incertaine et dangereuse avant de pouvoir être intégré à un nouveau groupe. À titre d'épisode de marge ou de phase liminale, donc les fiançailles et les funérailles, par exemple, sont des moments de flottement et de risque qui sont particulièrement dangereux. C'est des périodes intermédiaires et de transition pendant la transformation d'un état à l'autre. Donc, l'incapacité d'accomplir ces rites-là, de traverser le seuil, celui de la mort, par exemple, qui va mener vers un nouvel âge ou un nouveau statut, va constituer en fait l'inachèvement ou l'emprisonnement dans un statut liminal problématique. Donc, dans le cas des histoires de fantômes, la marge va prendre la forme de l'entre-deux. Les revenantes, donc, n'appartiendront plus au monde des vivants, mais elles ne seront pas non plus capables d'intégrer le monde des morts à cause de la transgression. Donc, parce qu'elles sont mortes trop jeunes, parce que les rites de funéraires n'ont pas été accomplis, parce qu'elles étaient fiancées mais pas mariées, donc elles étaient déjà coincées dans un statut liminal. Donc, on doit toujours finir un passage pour en entreprendre un nouveau. Donc, Antonio Stramaglia l'explique bien. Donc, selon un mécanisme bien connu des anthropologues et des folkloristes, les morts reviennent le plus souvent de l'au-delà ou tardent à s'y rendre parce qu'ils ont encore des affaires en suspens.
à régler dans le monde des vivants. Ces affaires sont de tous ordres. Les uns veulent empêcher leur propre peuple de faire des choix politiquement néfastes en les ambitions politiques. D'autres vont réclamer une sépulture pour leurs dépouilles, les rites funéraires. Certaines veulent connaître les joies de la maternité, donc une nouvelle étape dans la vie qu'elles n'ont pas connue de leur vivant. Donc, une fois les affaires réglées, les défunts vont cesser de se manifester sous forme de fantômes et vont reposer en paix. Comme Mélissa, qui, une fois ses vêtements brûlés, a accepté de révéler le lieu du dépôt et est repartie traverser vers le monde des morts. Ici, on va encore plus loin dans la réflexion. C'est possible, en fait, de supposer que les phases liminales, dans lesquelles vont être enfermées les apparitions, vont évoquer les seuils et les périodes liminales que les groupes au sein desquels les récits vont se transmettre, traversent. Donc, comme les émotions et impressions que leur franchissement laisse sur la population qui les subit. Donc, les fantômes vont refléter un peu les tensions politiques du milieu dans lequel elles circulent, finalement. Je m'explique. Les revenantes, qui viennent des récits anciens sélectionnés, sont le produit d'une tradition antérieure et des attentes qui sont imposées aux femmes. Elles vont adopter deux visages. Donc, celui de la jeune fille victime, qui inspire à la fois frayeur et pitié, et qui va souvent revenir pour hanter ses bourreaux. Le deuxième visage, c'est celui de la femme adulte lésée. Donc, elle va inspirer la peur et la soumission, mais va revenir pour exprimer une colère envers ses proches en particulier. Elles vont donc être soit vengeresses, victimes d'actes malveillants, soit revendicatrices, revenues dans le but de faire valoir leurs droits personnels. Vous remarquerez ici l'exception de Félignon, qui est comme un peu difficile à classer parce que c'est jeune fille, mais elle n'est pas victime, ni lésée. Donc, c'est un petit peu un cas à part. Donc, ces apparitions vont jouer sans conteste un rôle idéologique et de propagande politique. Debbie Felton va d'ailleurs souligner cette fonction en affirmant que l'apparition des fantômes en période de crise était utilisée pour justifier les actions et les événements qui vont souvent s'ensuivre. Elles indiquaient que des issues telles que la victoire ou la défaite pendant une bataille ou la survie ou la mort d'un individu étaient sanctionnées par la volonté divine. C'est-à-dire qu'il y a une volonté supérieure à celle de l'homme qui fait les choix. Donc, bon nombre des apparitions qui se manifestent auprès des figures politiques importantes vont le faire dans un but de propagande politique ou idéologique, finalement. En comparant les apparitions du corpus à l'étude aux héroïnes et personnages féminins de la littérature grecque archaïque et classique, c'est possible de repérer certaines similarités dans les représentations. Donc, plusieurs des femmes du corpus vont renvoyer à celles qui existent dans les œuvres tragiques ou comiques anciennes, qui mettent en scène des personnages féminins forts, dotés d'agentivité et de pouvoir. Comme c'est le cas dans plusieurs de ces récits, plusieurs des revenantes vont refléter en fait ce qu'on appelle le cauchemar des gagnants, l'idée que les vaincus pourraient se relever soudainement et faire endurer à leur maître ce qu'eux-mêmes ont vécu. Donc, les nombreux récits de vengeresses vont vraiment bien reproduire cette idée-là. Donc, l'ombre de Cléonis va prédire la mort de son propre assassin. Le fantôme d'Agrippine hante Néron après son meurtre jusqu'à sa mort à lui. Et le spectre de Virginie, qu'on n'a pas pu voir, va poursuivre les décemvirs qui ont soutenu son bourreau et qui l'ont mené à la mort également. Donc, les récits de vengeresse vont illustrer particulièrement la crainte des femmes ou de l'autre et de l'inconnu. En manifestant leur soif de rétribution, les revenantes vont s'apparenter à plusieurs des contre-modèles féminins établis dans les tragédies. On pense à Phèdre, à Médée, et vont s'opposer aux bons modèles qui vont soutenir que le sacrifice personnel et le martyre, en fait, sont les seuls moyens pour une femme d'atteindre une renommée comparable à celle des hommes, donc le statut d'héroïne. L'expression d'une assurance ou de désir propre et individuel sont à éviter au risque de se voir attribuer, en fait, une réputation de mauvaise et méchante femme. Donc, on pense à Antigone, on pense... non, pardon, ça, c'est les héros. On pense à... ben oui, c'est ça, les héros. On pense à Antigone, à Ariane, à Pénélope, qui sont des héroïnes dans leur retrait personnel. Donc, dès lors, les tragédies grecques, en fait, vont construire et diffuser des idéaux féminins, des exemples de conduite à suivre et à éluder. La culture populaire, elle, va être plus souple et va voir des paradigmes féminins diversifiés qui vont s'inscrire dans l'environnement historique et politique, mais qui vont quand même s'inspirer des modèles préétablis dans la littérature. En plus de l'influence grecque, la majorité des récits à l'étude, on en a vu deux qui étaient typiques grecs, mais la plupart de ceux que j'ai trouvés, en fait, étaient d'origine romaine ou plus largement latine. Et ces modèles-là vont refléter, en fait, des idées qui se développent et qui sont distribuées pendant la période du Haut Empire romain en particulier.
Donc, Sarah Pomeroy va consacrer un chapitre de son volume sur les femmes dans l'Antiquité à la matrone romaine, en particulier de la fin de la République et des débuts de l'Empire. Donc, dès la première page, elle va souligner la présence de mythes sociaux entourant les images des femmes grecques et des femmes romaines et d'un idéal inatteignable, une espèce de récurrence universelle, mais aussi de nouveaux modèles féminins qui vont revendiquer la possibilité de s'émanciper, d'acquérir davantage de pouvoir, d'exécuter des tâches et de prendre des décisions qui étaient jusqu'alors réservées aux hommes en particulier. Avec les changements culturels et sociopolitiques, vont venir des modifications des droits des femmes, notamment en ce qui concerne le mariage et les positions sociales auxquelles elles peuvent prétendre, qu'elles soient jeunes filles, matrones ou veuves. Ces récits sont cependant également des vecteurs d'images et de modèles féminins qui sont effrayants et qui vont résonner avec la peur ou l'angoisse que vont provoquer les femmes dans l'Antiquité, qui sont reconnues comme l'autre, comme on l'a dit, en opposition à l'homme, porteur d'étrangeté, inspirant la méfiance. Donc, cette peur va s'exprimer à travers les images de femmes qui sont à la fois monstrueuses, dangereuses et tentatrices, et qui vont apparaître dans les récits littéraires et mythologiques. On pense à Méduse, les sirènes, Circé, Héra, Artémis. C'est toutes des figures fortes de la mythologie, mais qu'on craint. Mais on peut aussi penser à des figures de la réalité, Cléopâtre, Cornélie, par exemple, qui sont des femmes puissantes, fortes également. Donc, les récits de fantômes dans l'Antiquité vont refléter à la fois l'instabilité émotionnelle et sociale des personnages qui sont mis en scène, résultant du moment de transition ou de passage qu'ils vont traverser, on l'a vu, et conséquences de leurs actions ou de leurs gestes, ou des gestes qui sont commis contre eux. Mais ils vont aussi refléter l'incertitude sociale, politique et institutionnelle du monde dans lequel ils vivent. C'est une affirmation qui est surtout vraie en ce qui concerne les extraits qui sont rapportés et rédigés pendant la période du Haut Empire, qui sont particulièrement nombreux, comme on l'a vu. C'est en effet une époque de changement et de conflits civils pendant laquelle la population va être forcée de s'adapter à un nouveau régime politique et à des nouvelles lois et normes, notamment en ce qui va concerner l'attribution de la citoyenneté. Avec l'élargissement du territoire, c'est aussi l'identité culturelle et communautaire de Rome, des Romains, qui va basculer et va être à redéfinir. La montée en popularité des récits d'apparitions féminines sous le Haut Empire va concorder avec la rupture majeure que va constituer la transition des régimes politiques de la République à l'Empire et l'inauguration du Principat, qui va adopter un caractère monarchique en fait de plus en plus explicite et qui va voir la succession toujours plus violente de plusieurs dynasties impériales au fil des décennies. Donc, comme vont le souligner plusieurs auteurs et historiens, les transitions dynastiques ont souvent été violentes. L'élimination physique de souverains débouchant sur deux guerres civiles, de 68 à 70, puis de 193 à 197. De 14 à 235, 4 dynasties vont se succéder au pouvoir, les Julio-Claudiens, les Flaviens, les Antonins et les Sévères. C'est donc une période, vous admettrez, de transition politique et institutionnelle, pleine de changements, de violences et de conflits qui vont c'est à travers en fait, ce climat-là que vont avoir tendance à se répandre les récits de revenantes dans l'Antiquité romaine, mais aussi à d'autres époques. Donc, on voit une resurgence des récits de fantômes, des récits de revenants pendant des périodes fortes politiquement, des périodes violentes, des périodes de transition de pouvoir. Donc, on est presque fini. En conclusion, si on récapitule, si on ne peut pas vraiment parler de légende antique, il serait faux d'affirmer que cette forme de récit ou une forme de récit similaire n'existait pas dans l'Antiquité. Ancrés dans les croyances populaires, les récits légendaires prennent diverses formes, mais vont généralement servir à expliquer l'inexplicable. En tant que créatures surnaturelles d'origine humaine, les fantômes vont être particulièrement bons sujets d'étude pour observer les manifestations anciennes de l'univers légendaire populaire. Les fantômes vont apparaître sous diverses formes, mais vont jouer des rôles à la fois intimes et collectifs qui s'inscrivent dans l'univers culturel et socio-historique des communautés qui se les représentent. Les revenantes vont se manifester auprès de personnes qui les connaissent et vont attester non seulement de la nécessité du bon déroulement des rites de passage et des rites funéraires en particulier, mais aussi d'un besoin intime de faire son deuil. Elles vont offrir des indications sur les rites de passage, oui, mais sur les normes morales à suivre et sur les conséquences de la désobéissance en tant que récit d'avertissement.
En fait, plutôt que d'être les objets de la punition, les fantômes féminins qu'on va retrouver dans la littérature ancienne vont être les exécutrices des conséquences de la transgression. Elles sont les victimes qui viennent chercher rétribution et résolution, et non les transgresseuses elles-mêmes. Les apparitions antiques vont servir également d'exutoire, c'est-à-dire que leurs fonctions vont s'apparenter à celles des figures mythologiques. Elles vont exister comme un coussin entre le monde compris et le monde incompréhensible. Leur forme presque humaine ou leur existence passée va permettre de justifier ou de concevoir leur présence et leur existence dans le monde des vivants. À travers la diffusion des récits de fantômes féminins, c'est la communauté qui va se refléter elle-même et qui exprime son malaise face au changement. Les récits légendaires anciens proviennent majoritairement de la période du Haut Empire, période forte, climat politique changeant, conflit civil, pendant laquelle la population est forcée de s'adapter nouveaux régimes politiques et à de nouvelles lois et normes en général, notamment en ce qui concerne l'attribution de la citoyenneté. Les fantômes féminins se manifestent en somme tous en tant que réponse à une situation de crise. Ces personnages vont surgir en réaction à une instabilité, qu'elle soit militaire, politique, identitaire, dogmatique ou encore émotionnelle et personnelle. Leur présence dans des espaces liminaux va être une expression physique de l'instabilité que vont éprouver les témoins. Sur ces apparitions vont être plaquées des images évocatrices qui vont rappeler la littérature, la mythologie ou une figure connue afin de leur attribuer un sentiment de familiarité qui va être réconfortant et qui va permettre de dépasser l'état d'inconfort et de faire son deuil, prendre une décision difficile, justifier ou expliquer un événement. Les revenants antiques vont adopter les caractéristiques d'être craints ou aimés. Ces qualités ne sont pas que physiques, mais aussi psychologiques. Le comportement des apparitions va reproduire celui des figures historiques ou imaginaires antérieures qui vont servir de modèle et de source d'inspiration consciente ou inconsciente à leur création et encore aujourd'hui à la création en général. Donc, je veux juste conclure sur une petite citation d'Antonio Stramaglia, encore une fois. Donc, la contradiction, ou plutôt la coexistence des contraires, est un élément en quelque sorte structurant des croyances antiques liées au surnaturel. Grecs et latins étaient bien conscients que les spectres et les démons pouvaient se manifester sous des formes et selon des modalités assez différentes les unes des autres, et ils n'étaient que rarement surpris de ces divergences. Nous autres modernes, nous nous en étonnons bien plus, en oubliant que certaines de ces contradictions sont encore bien vivantes de nos jours. C'est tout.